Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kevin. Aujourd'hui je vous emmène en fait avec moi à la rencontre de Philippe Guyon, promoteur immobilier. Donc avant même de pouvoir développer ce sujet, je tiens déjà à souligner que moi c'est Kevin comme je te disais. Donc alors, fonctionnaire et investisseur immobilier, mon but pour moi sur cette chaîne, c'est de pouvoir parler de l'investissement immobilier, promouvoir l'investissement immobilier dans le but de toucher une certaine liberté financière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par un homme qui parle d'immobilier, qui parle aussi d'investissement immobilier, mais surtout de l'aspect touristique par rapport à l'immobilier. Donc du coup, on va à sa rencontre, il a accepté de pouvoir me recevoir et donc du coup, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec lui. Donc suis-moi et comme ça, on va à la rencontre de Philippe Guyon. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kevin. Merci de nous recevoir. Pas de problème. Donc, je t'invite à rentrer. Merci. Donc, comme je vous disais précédemment, aujourd'hui, on va à la rencontre de Philippe Guyon, promoteur immobilier, qui nous reçoit aujourd'hui, qui a accepté de pouvoir échanger avec nous sur plusieurs aspects, notamment l'aspect touristique. Donc déjà, merci Philippe pour l'acceptation de cette mini-interview. Merci à vous. Donc, merci à toi. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger là-dessus. Et puis, je souhaite déjà présenter Philippe en ces termes. Donc, c'est un promoteur immobilier qui a participé à plusieurs projets, notamment au Memorial Act. Donc, du coup, je te ferai le plaisir de pouvoir te présenter, toi, premièrement. Comme ça, je pense que ça sera mieux, en fait, tout simplement. Voilà. En fait, je me présente souvent comme monteur de projets immobiliers. Pas comme promoteur, puisque ça fait partie d'un panel de choses. Donc je monte des projets immobiliers pour les privés et les collectivités. Donc ça peut être pour les privés des promotions immobilières, ça peut être des projets à vocation touristique, des projets industriels ou agro de transformation. Et pour les collectivités, ça va être comme tu dis Memorial Act, où j'ai participé à l'élaboration, à la rédaction du programme. Donc le programme, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Memorial Act, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on met dedans, combien ça coûte, comment ça marche et comment on le fait vivre. Donc j'ai dû rédiger tout ça avant de commencer la conception et de couler du béton. Et puis ça peut être le Palais Sport du Gosier, ça peut être le siège du CIMEG, le siège du Parc National, ça peut être un centre social à Pointe-à-Pitre. Bref, c'est très éclectique et j'essaie de répondre au mieux aux demandes des clients dans l'ensemble des projets qu'ils ont ou simplement une partie bien précise. D'accord. Et je fais ça depuis très longtemps, à force je compte même plus, mais ça fait 30 ans que je fais ça. Okay. Donc on peut dire que tu es un expert en fait. Oui, c'est ça, ça commence à venir. Bon, super. En tout cas, aussi, je te connais aussi sur l'aspect aussi expert dans tout ce qui concerne l'aspect touristique. D'ailleurs, c'est le propos d'aujourd'hui. On va un peu développer là-dessus parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire. Et ma première question sera la suivante, donc je vais prendre mes notes pour le coup. Et voilà, c'est, en fait, on a constaté qu'après le Covid, il y a, comment dirais-je, donc pour ceux qui nous suivent, on va parler aussi, surtout aujourd'hui, des nouvelles tendances du voyage. On va aussi parler du tourisme de proximité, mais aussi du tourisme de niche. Et ma première question est la suivante, c'est, depuis le Covid, on a remarqué, notamment en France hexagonale, et peut-être pourquoi pas en Guadeloupe, tu nous diras aussi comment ça se passe ici, le tourisme de proximité. Donc ce qu'on appelle tourisme de proximité, c'est tout ce qui concerne le tourisme autour d'un rayon proche de son domicile. Donc il s'est développé. Donc du coup, quel type de projets sont prévus pour répondre à cette demande? Je vais être assez critique. On les attend. On les attend encore et encore. On voit que les petits camarades de la Caraïbe et des petites Antilles se développent et sont passés largement devant nous en termes de tourisme. Alors c'est du tourisme de masse, c'est du tourisme de niche, du tourisme de standing. À la Dominique, après le cyclone Irma et Maria, ils ont réussi à faire à construire 2 hôtels de 5 étoiles. Nous, non. Il y a des hôtels qui étaient déjà là, qui sont montés en gamme, mais eux, ils en ont sorti 2. Alors qu'ils avaient pris quand même un sacré coup de vent. Pourquoi je m'intéresse au tourisme? Parce que les clients que j'ai, pour un tiers, veulent monter des projets à vocation touristique. Alors c'est quel type de clients que tu as? C'est des clients privés purs. D'accord. Mais des particuliers ou Particuliers, oui. Particuliers. Okay. Souvent, c'est des gens qui sont dans l'Hexagone, ils ont un projet de venir au soleil, ils se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc touristique, c'est classique, la Guadeloupe est vue comme un pays touristique, ils arrivent ici, ils achètent un terrain, construisent 4-5 mégalos et ils le gèrent. Ça, c'est ce qu'on voit classiquement. Il y a aussi des gens natifs d'ici qui ont ce type de projet.
et qui, pareil, construisent 4-5 bungalows au fond de leur jardin, sur un terrain familial, et ils le gèrent. Et mon propos est de dire, construire c'est bien, mais c'est largement insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut donner une vocation à l'hébergement. Et donc là, j'en viens à ta première question. Est-ce qu'il y a des niches qu'on peut mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des choses particulières dans ce pays Guadeloupe? Et j'ai dit pas assez. On est toujours en attente. Quand tu vas en République dominicaine, tu nages avec les requins, avec les raies, avec les dauphins. Quand tu vas à Sainte-Lucie ou même à la Dominique, tu fais du canyoning dans des endroits incroyables. On en fait un petit peu ici, mais là-bas, ils ont des spots de fou. Bref, aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs est quand même un petit peu plus haut que ce qui se passe ici. Et dire qu'on a un tourisme de niche, il tarde. On n'a pas les activités qu'il faudrait. Où est-ce que tu veux faire du ski nautique, par exemple? En Guadeloupe. Il n'y a pas. Alors, va me dire, oui, il y a la Soufrière, il y a la réserve Cousteau, etc. Tout à l'heure, on discutait, en préparant l'émission, la sublimation du rhum. Quand est-ce qu'on va la commencer? On a un pays de rhum, on a du rhum blanc, du rhum vieux, qui est exceptionnel. Les Martiniquais ont développé un packaging qui est très intéressant, mais on n'arrive pas à se dire qu'on va faire un hébergement touristique pour la découverte du rhum. On peut être en stand-by, on peut déguster des rhums qui sont là, ou proposer un parcours qui fasse découvrir les rhums, les distilleries, les nombreuses distilleries qu'on a sur le territoire pour découvrir le rhum, les saveurs. Alors, je n'ai pas dit de se torcher, de rouler par terre, c'est pas ça, c'est comme le cognac, comme le vin dans les autres pays qui sont la France, par exemple. On découvre le vin, on découvre le cognac dans les Charentes, on découvre plein de mets de produits à base alimentaire. Et ici, on a du mal à avoir ce parcours-là, à avoir ce cheminement intellectuel qui font qu'on pourrait proposer des parcours. Donc, oui, l'activité ici, elle est faible. Les restaurants ne sont pas organisés, ils sont de toutes sortes de qualités. Il y en a qui marchent très très bien, il y en a qui sont exceptionnels. Il y a des cuisiniers extraordinaires. On a du mal à les mettre en avant, on a du mal à en parler. Et on dirait qu'on est dans un département français classique où voilà, on vit tranquillement sans mettre en avant nos atouts. Et nos atouts, on en a beaucoup. Et donc, toutes ces niches-là qui ne sont pas exploitées ne demandent qu'à être exploitées, nous tendent la main et nous, on ne les voit pas. Alors, pourtant, il y a pléthore d'hébergements touristiques, notamment sur les plateformes telles que Airbnb et Booking. Alors, pour le coup, pour ceux qui sont dans l'investissement immobilier, et j'ai comme l'impression que ça fonctionne très bien ici. Pourtant, voilà, il y a quand même une expérience qui est proposée. Hein, quand moi, je regarde Je t'invite à regarder l'expérience Airbnb. Parce qu'ils ont un petit volet maintenant expérience. Tu vas à New York, on te fait une expérience à Harlem. Tu vas faire du vélo, tu vas faire une marche de nuit, de jour, tu vas dans les églises chanter un coup de gospel, tu vas visiter la maison de je ne sais pas qui, etc. Et donc il y a des parcours. Trouve-moi l'équivalent en Guadeloupe. Ça n'existe pas. Tu vas trouver des expériences à Paris, à Orléans, à Dijon, je ne sais pas où. Ici, on a du mal à faire ça. Alors, ici, j'ai entendu des choses sur Pointe-à-Pitre, il y avait un parcours historique. Bon, c'est vrai que Pointe-à-Pitre, c'est pas encore fameux, mais ça a le mérite d'exister. Mais personne ne connaît ce parcours historique. Et puis, le parcours historique de qui? Victor Schœlcher? Sir John Pierce? Sir John Pierce qui a été prix Nobel de littérature à un moment donné. Personne ne le sait. Il y a un musée qui est peut-être fermé d'ailleurs. Je crois qu'il est même mis à l'ancien presbytère. Enfin bon, il y a des petites choses, mais c'est pas suffisamment mis en avant et on n'en profite pas assez. Les expériences sont trop faibles. Elles sont pour moi quasi inexistantes. Le touriste guadeloupéen, il préfère aller à Saint-Domingue, il préfère aller à Manhattan, il préfère aller à Sainte-Lucie, où non seulement il y a des expériences à vivre, mais le touriste est pris en charge. On s'occupe de lui aussi. Donc, par rapport à ma question initiale, quand je te parlais du tourisme de proximité, il n'y a pas pléthore de choses qui sont proposées, entre guillemets, en tout cas pour toi, par rapport aux locaux, en fait, à la demande locale, si j'ai bien compris. Ou bien ça existe, mais c'est pas adapté. Il y a des petites choses qui sont en train de se monter, il y a des petites expériences, mais on n'est pas au niveau. Le touriste qui arrive ici, il arrive à l'aéroport, il voit une publicité d'Orange, il voit Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, il sort de l'aéroport, il y a des tableaux qui sont affichés sur les poteaux, et puis ça y est. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Alors, le truc classique, c'est d'aller regarder la Soufrière, les chutes du Carbet, et puis d'aller à la Pointe des Châteaux. Ouais. Bon, une fois qu'il a fait ça, et qu'il a comparé avec ce qu'il vivait à Saint-Domingue, il n'y a pas photo. Pour être tapis touristique, il faut un certain nombre de chambres d'hôtel.
il faut entre 12 et 15 000 chambres selon 12 et 15 000 chambres selon les tour opérateurs. On n'a pas ça. Nos hôtels se transforment bien souvent en appartements qu'on revend avec un coup de défisque et un coup derrière. Il y a de moins en moins d'hôtels et de moins en moins de chambres d'hôtel. Vous avez vu, pour aller à Krull Beach, donc c'est bien, il y a un parking, il y a le casino, puis là, souvent, il y a une espèce de trou où il y a de l'eau usée qui coule là depuis des années. Comment on peut faire qu'il y ait de l'eau à caca qui soit devant un hôtel 4 étoiles? Comment c'est possible? On est en 2025, on n'arrive pas à réparer ce truc-là depuis des années. Donc tout le monde roule dedans toute la journée. Donc c'est ça le tourisme en Guadeloupe, c'est ça les niches en Guadeloupe, putain. Tu me parles là, bon après sans vouloir faire de la pub, mais il y a aussi la Toubana, qui c'est un hôtel assez réputé, assez joli, il est classé en plus. Donc, Il est super, plus c'est le même bonhomme je crois, qui gère ça. Il est super, ils sont bien les hôtels. Surtout la Toubana avec sur la falaise, machin, la vue, super la piscine, la petite plage qui est en bas pour faire des gros sons, c'est génial. Ben, il n'y en a qu'un. On se prétend pays touristique, tu peux pas me dire, voilà, écoute, dès que je vais aller rigoler, m'amuser sérieusement, je vais à la Toubana, j'ai fini. Non, il faut. On a brûlé le truc à Port-Louis là. Il y avait un restaurant sur la plage à Port-Louis. Oui, ça c'est le Cabana Beach. Voilà, on a brûlé le Cabana Beach, bien ça. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Le truc qui tournait rond, on le brûle. Bon, depuis il a été reconstruit, hein. Depuis. Non, je crois qu'on l'a défait. Il a brûlé. Oui, il a brûlé, mais il a été. J'ai vu le gérant finalement, il est reparti de plus belle, il a rebalancé le business. Mais c'est vrai que c'est quand même navrant de voir qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui font des choses ici et on les met les bâtons dans les roues. Ça, je te rejoins là-dessus. Alors ça, pour le coup, c'est un autre propos, mais je vais quand même développer un sujet que tu m'as quand même lancé et c'était d'ailleurs ma deuxième question. C'est non seulement, notamment sur les plateformes de location saisonnière, style Airbnb et Booking. Donc ces derniers temps, pour tous ceux qui suivent l'actualité, avec notamment la loi Le Meur qui a donné un gros coup de rabot d'ailleurs à cette plateforme, notamment Airbnb, avec une fiscalité moins avantageuse, avec aussi la possibilité pour les mairies de quantifier le nombre de jours que les propriétaires peuvent donner dans leur logement, etc., etc. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder un peu là-dessus cette loi, qu'est-ce qu'elle stipule. Alors du coup, il y a un gros coup de rabot par rapport à cela, mais en même temps, je souhaite savoir quand même, avant qu'il y ait ce coup de rabot, pour toi, quel a été l'impact de la croissance de ces plateformes de location saisonnière sur l'immobilier touristique? Bien sûr, ça booste. Tu as une chambre chez toi, tu as 2 chambres, tu les loues aux touristes, tu ne déclares rien, c'est la fête, tu ne payes pas de taxes. Bon, tu déclares, enfin la plupart du temps, avant, il y a personne ne déclarait quoi que ce soit. Donc tu faisais la concurrence aux autres hôteliers qui, eux, doivent payer tout ce qu'il y a à payer, plus les taxes, plus les frais, etc. Embaucher du monde. Toi, tu es chez toi, tu loues 2 chambres, tu fais la monnaie et tu dis rien, tu gardes la monnaie. Pour moi, c'est scandaleux. Je le dis comme je le pense. Hein. Oui, parce qu'on a besoin de faire les routes, on a besoin de faire des lumières, on a besoin d'avoir des écoles et des lycées. Qui c'est qui paye ça? Il y a bien la chose commune existe. Et moi, comme je dis souvent, je suis de gauche. Oui, l'intérêt commun, l'intérêt général, ça me parle. On ne peut pas toujours faire de l'argent pour faire de l'argent. Enfin, comme je l'ai dit avant de préparer l'émission, non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les gens. Donc aider les gens, c'est tu veux mettre de l'hébergement, fais ça, déclare, paye tes impôts, paye les taxes, oui. Parce que après tu vas pas te plaindre qu'il y a un trou dans la route. Mais oui, t'as pas déclaré tes impôts. T'as pas déclaré. Donc bien sûr qu'il faut mettre un coup de rabot là-dessus pour arrêter le système. Vous êtes en concurrence avec les hôtels, et les hôtels font des prix parce qu'ils sont obligés de répondre à certaines normes. Tu fais ça dans ton jardin et tu es pas aux normes, et tu touches de la thune, tu ne déclares pas et tu fais ta monnaie. Non, l'économie, c'est pas comme ça. On participe à la chose commune, on participe à la chose publique. On ne peut pas sans arrêt faire sa thune et puis dire, ah ben voilà, je paye pas, clac. Oui, on fait tout ça à un moment donné, mais bon, je pense que c'était important que l'État français rattrape ce système, de dire, tout le monde déclare. Donc Airbnb, dès que vous avez un truc, vous nous le dites, et nous on va aller demander directement à celui qui loue combien il a loué, combien il a touché, pour lui prendre une petite monnaie. Alors moi, il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis, très intéressant. Après, bien entendu, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit. Alors pas sous l'aspect imposition, nous sommes d'accord là-dessus, mais c'est plus sur l'aspect où il y a des gens comme moi, il y a plein de personnes que je connais qui je pense qu'elles déclarent leur activité, tu vois. D'ailleurs, il y a une obligation maintenant qui devient légale, hein, tu vois, un numéro d'enregistrement à la mairie, etc., etc.
Et puis on peut être aussi soit loueur meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel, donc LMMP. Et je pense que ça participe quand même à une économie, parce que quand tu rénoves un logement, quand après tu fais vivre des artisans, d'accord? Après, les gens y profitent, après par exemple ici, tu vois, d'un local rénové, tu vois? Donc du coup, pour moi, ça participe quand même à une certaine économie locale, voire à une économie un peu plus large, d'accord? Donc ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'à dire que, pour toi, donc j'ai bien compris que Airbnb, ça a eu la concurrence, voilà, mais par rapport aux hôtels, bon, on va parler des hôtels. Ici, si tu veux, il n'y a pas pléthore d'hôtels. S'il n'y avait pas, par exemple, les logements en Airbnb, comment cette demande aurait pu être supportée au niveau local, notamment en Guadeloupe? On construit des hôtels. Mais s'ils ne le font pas? Tu sais, c'est la demande qui fait que, si aujourd'hui tout le monde va à Airbnb, bon, si je veux mettre un projet d'hôtel, il va être vite parce que Airbnb me fait la concurrence. Et en plus, il ne paye pas toutes les taxes que je dois payer. Parce que dans un hôtel, c'est un établissement qui reçoit du public. Il y a un ascenseur pour m'emmener. Mais Airbnb, il n'y a pas d'ascenseur. Tu montes l'escalier, tu te débrouilles. Est-ce qu'il y a un extincteur dans la chambre? J'en sais rien. Bref, on est en insécurité. On est hors norme et on ne paye pas tout ce qu'on aurait payé. Donc on est en concurrence déloyale, ça s'appelle. Donc c'est une espèce, oui, il y a une économie. Souvent souterraine, comme on dit. Noire. Peut-être ici, mais peut-être dans l'Hexagone, c'est peut-être Ah bon? différent. Quand j'allais dans les... Tu me disais que tu n'étais pas d'accord avec moi sur ce nouveau marché qui existe, parce qu'on a des loueurs non professionnels qui louent 2 chambres ou qui louent une villa. Et moi de te répondre, avant que l'État puisse mettre le coup de rabot, comme tu dis, l'État fait son job. Les touristes doivent être mis en sécurité. Les touristes doivent pouvoir accéder au logement, les personnes âgées doivent pouvoir accéder au logement, donc les escaliers, est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas. Et tu comprends que tout ça, c'est déloyal par rapport aux hôtels. Les hôtels investissent beaucoup d'argent, etc. Et on va concurrencer parce qu'on va louer une chambre dans son jardin. Si c'était un petit truc dans un coin... Non, maintenant tout le monde fait ça. Parce que notre économie Guadeloupe, elle n'est pas extraordinaire. Il faut savoir qu'on gagne 10 000 € de moins qu'un ménage moyen français. 10 000 €, ça fait 800 € par mois de moins. Donc on a besoin de revenus pour vivre décemment, surtout la vie chère qui va nous taper dessus. Donc il faut qu'on se débrouille. Et donc on a ce côté, se débrouillardise. C'est ce qui se passe partout ailleurs. On se débrouille, on est un des revenus complémentaires, en louant des gens, en leur faisant vivre quelques expériences, qui ne sont pas extraordinaires non plus, parce que bon, c'est 2 chambres au fond du jardin, et puis on y va. Je trouve que le tourisme, pour moi, c'est pas ça. Quand un touriste va quelque part, quand tu vas en vacances, tu veux trouver un hébergement qui soit différent de ce que tu as l'habitude de vivre. Il faut que ce soit différent. Généralement, il faut que ce soit un peu mieux. Il faut que ta femme et tes enfants, etc., etc., disent, putain, ça change. 2, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tous les jours, les enfants disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Oui, il faut proposer quelque chose. C'est quoi le programme guadeloupéen pour les touristes? D'aller à la mer? Ok, d'accord, mais il y a la mer partout. D'aller à la montagne? Ok, il y a la montagne partout. Quand tu vas à Saint-Domingue, tu as pléthore d'activités. Alors, tu as vu, je répète Saint-Domingue 5 fois. J'aime beaucoup. Tu vas sur un plateau de croisière, t'arrêtes pas. Le mec te fait faire ça. Ici, on a du mal à organiser le système pour que ce soit lisible. Il y a des choses extraordinaires, hein, mais c'est où, c'est comment on y va? Les parcours n'existent pas. Les parcours touristiques n'existent pas. Et je te disais, la sublimation du rhum, on est dans un pays du rhum, on devrait être champion du monde du rhum, quoi. Alors, les gens qui viennent ici devraient pouvoir boire du rhum toute la journée. Alors, selon toi, donc c'est une des questions que je voulais te poser, ou voilà, qui me vient aussi surtout en tête, c'est donc les évolutions des besoins des voyageurs ont changé, ça change en tout cas, depuis l'après-Covid. Il y a aussi une recherche d'authenticité, une recherche d'expérience, etc. Donc pour toi, quelles sont les nouvelles exigences concernant la demande des voyageurs? Donc ça peut aussi être, on a vu aussi se développer des espaces de coworking, des services de qualité. Donc du coup, comment ces choses-là, donc ces nouvelles exigences, influencent-elles sur les projets immobiliers? On a plusieurs types de touristes. Tu me demandes une réponse, en fait, il y en a une en fonction de chaque type de touriste. On part du tourisme sac à dos. Il va prendre un Airbnb à 30 € la nuit, ils peuvent dormir plusieurs dans une chambre, ça ne dérange pas. Ça existe. J'ai un projet comme ça sur Port-Louis, c'était des surfeurs, ils sont plusieurs par chambre. Donc c'est 30 € la nuit, mais vous êtes 4 dans la chambre. Ça existe. 2, ensuite, le tourisme familial, moyen.
ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils viennent en Guadeloupe, ils ont déjà payé une blinde pour arriver, ils sont en hébergement par hôtel, parce que c'est pas assez difficile, donc ils vont louer un appartement. Ils vont rester 2-3 trucs, ils vont manger des sandwichs et ils vont manger des pâtes. De temps en temps, ils vont faire un restaurant. Ça correspond à une attente particulière. Ils vont à la soufrière, ils vont voir les chutes du Carbet, et c'est terminé. Bon, ils n'ont pas forcément beaucoup d'attentes, ils sont contents d'être déjà devenus ici, de prendre du soleil, de voir la mer bleue et du sable blanc. C'est génial, il y a des bananes, des cocotiers, il y a des doudous, on fait des photos, c'est génial, ça leur correspond. Après, il y a une gamme supérieure qui attendent des services et des activités particulières. Ceux-là, oui, ils vont attendre parce qu'eux, ils ont les moyens de voyager, et donc ils voient qu'entre Bali, Saint-Domingue, ici, il n'y a pas photo. Ils vont peut-être plus retourner à Bali et à Saint-Domingue que plutôt ici. Et puis il y a ceux qui sont top, dont on ne parle jamais, le luxe. Ils ont la possibilité d'aller partout, et pour le coup, ils ne vont pas aller en Guadeloupe. Ils vont vivre des expériences. Ils n'ont pas besoin d'hébergement, machin, ils vont vivre des expériences. Donc, se foutre dans le désert sous une tente avec des chameaux, ça leur parle. D'aller dans le désert de Gobi en Mongolie, ça leur parle. Donc ici, on a du mal à capter les autres niches qui ne sont pas exceptionnelles. On est dans des niches classiques, moyennes, avec des exigences qui sont moyennes, et des hôtels qui sont intéressants sur Sainte-Anne, Club Med ou Toubana, etc. Mais en termes de service, c'est faible. Les gens, souvent, ils font une semaine dans une cuisine dans leur hôtel, ils ne bougent plus. Alors, c'est Donc, vrai que... l'arrière-pays saint-annais ou gozérien, ils profitent de quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Rien. Une petite promenade à cheval en VTT ou à pied dans le... Non, ça n'existe pas. Le gros cas, une semaine de gros cas, la formule, ça n'existe pas non plus. Enfin, je veux bien, mais il n'y a pas. En Guadeloupe, il n'y a pas. Du coup, ça veut dire qu'il y a de la place pour ceux qui me connaissent ou qui apprennent à me connaître. Moi, je promeus l'investissement immobilier. Donc, effectivement, on peut investir dans l'immobilier soit pour l'aspect un peu touristique, soit pour l'aspect un peu économique ou éducatif, parce qu'il y a des gens aussi qui investissent dans des villes étudiantes pour pouvoir proposer des logements à des étudiants, etc. Mais aujourd'hui, on s'arrête un peu plus sur l'aspect touristique, et notamment sur la région Guadeloupe, même si je conseille aussi aux gens d'investir partout, notamment en France hexagonale. Donc, pour moi, le propos est le suivant, c'est notamment en Guadeloupe. Donc, si j'ai bien compris, pour ceux qui souhaitent mettre en place des projets immobiliers, penses-tu qu'il y a de la place pour faire de belles choses et gagner sa vie grâce à l'investissement immobilier, notamment sur l'aspect touristique? Largement. Tout ce que je viens de dire, il n'y a pas, donc il n'y a qu'à faire. D'accord. Par contre, je le dis, c'est pas simplement mettre un bungalow en bois du rapin au fond du jardin, c'est le projet complexe touristique avec les services qui vont avec. Et si sur le territoire il manque des choses, le proposer à des échelles plus modestes. Mettre 10 bouteilles de rhum vieux quand le touriste arrive. Oh, où est-ce que tu vois ça? Ça n'existe pas. Mettre les 5 cigares qui vont avec. Ça n'existe pas toujours. Mais pour le coup, toi, tu accompagnes aussi les gens qui veulent mettre en place... Ils viennent, ils s'assoient là, je les accompagne et je leur dis c'est quoi la vocation. Les gens sont en train de bégayer, donc je les aide à sortir du bégaiement. D'accord. Pour que le produit, ce ne soit pas un hébergement simplement, c'est un produit, c'est des activités et il y a un package. Donc pour ceux qui veulent développer un projet immobilier à vocation touristique, on vous mettra les références de Philippe, notamment dans cette vidéo. Comme ça, pourquoi pas effectivement être accompagné par Philippe, parce que effectivement j'ai eu l'occasion de regarder des projets, de très beaux projets d'ailleurs, qui m'ont beaucoup plu. Donc ça serait un plaisir pour moi de partager ce contact. Alors, l'émission va prendre fin bientôt et je souhaite quand même aller sur du concret. C'est pour toi, comment vois-tu dans les prochaines années, avec tous les défis, notamment en France, alors pas simplement en Guadeloupe, mais en France hexagonale et dans les DOM, comment vois-tu l'aspect immobilier? Il y a une demande locative, notamment en France hexagonale, énorme, notamment dans certaines villes, dans certaines grandes métropoles telles que Paris, Toulouse, Montpellier, etc. Donc, comment penses-tu que les Français pourront faire face à ces nombreux défis, notamment sur l'aspect immobilier? Donc voilà, déjà ma première question, c'est celle-ci. Les Français, je ne sais pas. Et pour le coup, ils ne m'intéressent pas. Je suis cash avec toi. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont ici. Bon. Ou pas loin. Nos centres-villes se meurent. Les bâtiments sont en mauvais état. Les gens vieillissent. On est les départements les plus vieux de France, avec la Martinique. C'est monstrueux. Le Bubidum nous a arraché les forces vives. Mon père, il habite toujours en France. Il a fait des enfants en France. Je suis arrivé ici, mais bon, tout est là-bas. Nos centres-villes se meurent, et les enjeux, ça fait longtemps qu'on en parle.
25, 30 ans, il faut reconquérir ces centres-villes. Pointe-à-Pitre et Basse-Terre sont des vraies villes. Les autres sont des villages. Tant pis pour eux. Tu résumes quand même. Non, mais il n'y a pas. C'est une question de service. Tu vois les différences visuellement entre une ville et un bourg. Sainte-Anne est sympa, mais c'est un bourg. Tu fais que passer. Plap. Saint-François, ça s'est organisé parce que tu as une marina, tu as un truc, tu as un golf. Pour le Rosier, par exemple. C'est juste une rue. Ok. Boulevard Général de Gaulle, c'est tout. Il n'y a rien. Tu passes dans la rue, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu ne peux pas te garer. Puis tes services, tu as trois lolos qui se battent en duel. T'as rien. Si tu vois quelque chose, dis-le moi. Donc c'est comme si tu me disais que, genre, c'est comme si c'est la France, c'est Paris, et puis les villages aussi, en dehors de Paris, il n'y a pas de ville, quoi. Bien sûr. Mais on voit bien. Le truc, il est très... ça date de l'époque des rois. C'est très centralisé. Paris, le reste du monde, bien sûr. Okay. Paris, le désert français. C'est le titre d'un livre. Oui, donc tu as Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, et le désert guadeloupéen. Et donc l'idée, pour moi, ce serait de reconquérir ces centres-villes. Donc il faut se le réapproprier. Il faut construire des immeubles, pas que du logement social, peut-être de l'intermédiaire pour que les gens se réhabituent. Il y a des services qui sont déjà là, il y a des commerces qui sont déjà là. On ne va pas toujours aller à l'Estrélan faire ses courses. À un moment donné, il faut aller à Pointe-à-Pitre. Il y avait des commerces, ils sont tous en train de fermer les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une grenade pour finir le travail? Non, il y a des services qui sont, il y a des rues, allons-y. Donc il faut mettre du monde là. Il faut que le soir ce soit animé. C'est une volonté politique aussi. Bien sûr. Ok. C'est ce que je dis là, il faut le faire. Et ça manque peut-être de visionnaire. La politique, c'est pas simplement je suis élu, puis maintenant que je suis là, c'est bon. C'est aussi comment je prophétise la ville, comme disait Césaire. Prophétiser sa ville, ça veut dire quoi? Comment je la vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On n'a pas ces schémas-là. On n'a personne qui nous parle de ça. Ça n'existe pas. Il y a quand même le KNB, il me semble, le projet à Pointe-à-Pitre, qui a pour but de vouloir vraiment redynamiser la ville, apporter un projet global à Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce projet. Tout à fait. Allons-y. Mais n'oublions pas que c'est plutôt façade maritime. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe derrière? Je veux traiter la ville dans son ensemble. Les villes françaises y sont arrivées. Il y a 50 ans, toutes les centres-villes des petites villes françaises étaient en chien. Délabrées, tout le monde partait faire sa petite maison à l'extérieur, en périphérie. Ça s'appelle le PA urbain. Et puis on a son lotissement, sa maison, son chien, on est content. Et tout le monde quitte le centre-ville, ce qui fait que le centre-ville se dépeuple. Il n'y a que des vieux, et puis c'est le bazar, personne n'y va. Puis d'un seul coup, on se dit, putain, il faut reconquérir le centre-ville. C'est là où il y a la richesse, il y a des échanges, il y a du maillage. On reconquérit. Donc tous les centres-villes français, maintenant, sont... C'est là qu'on trouve les produits les plus chers, les villas les plus... Enfin, les immeubles, les appartements les plus chers, etc. Qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil? La reconquête, ça passe par ça. Donc, Carreau Carbet, c'est ça? Oui. Mais il n'y a pas que ça, c'est le centre-ville aussi, c'est pas que la façade maritime, c'est facile les façades maritimes. Tu mets un immeuble, tout le monde regarde la mer, tout le monde achète, c'est cool. Mais au milieu, c'est pas aussi simple. Donc le monde de la nuit, par exemple, où est-ce que tu vas danser quand tu as besoin de danser en Guadeloupe? Dis-moi. Bon, personnellement, moi je danse pas, même si je suis un très bon danseur, mais je ne vais pas danser. Bien. Mais c'est au Gosier que les gens vont danser. Où est-ce qu'ils dansent au Gosier? Dis-moi, où est-ce qu'ils dansent à Gosier? C'est sur la marina. Ouais, on va au Zourok. Ouais. Voilà. Et puis il y a une petite boîte du côté de Poussette, là, il y a un truc aussi, un petit machin. Enfin, c'est un pays touristique où tu vas pas danser? Où est-ce que tu vois ça? Dans un pays touristique, tu n'as pas de lieu où tu vas danser du reggae. Il y a plusieurs boîtes quand même, il y a la Casa, il y a, je sais pas, mais bon, il y a des... La Casa? Non, c'est des spectacles. Ouais, d'accord. Bon, je veux aller en boîte de nuit là ce soir, boire un verre avec toi, on est mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Orisé. Orisé? Ouais, l'instant, bon, attends, des boîtes qui me viennent en tête voilà, à l'époque, quand j'y allais. T'en as 4. Allez. Ouais. On est un pays touristique, t'as 4 boîtes. Je vois ça demain, je danse toute la nuit. Et je peux faire plusieurs endroits toute la nuit. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas au niveau du truc. Il y a le carnaval actuellement aussi qui attire beaucoup de touristes. L'expérience carnavalesque devrait être la suivante, selon moi. C'est s'imprégner, oui, aller dans le groupe. Je veux prendre une semaine de carnaval, j'ai le droit d'aller là, on me propose un forfait, on me déguise à chaque fois, et je suis dans le déboulé avec les gens. D'accord, donc c'est vraiment une immersion. Bien sûr c'est une immersion, c'est pas seulement je regarde, c'est joli, j'ai fini avec ça, je mange une cacahuète. C'est quoi la plus-value pour le carnaval, pour la Guadeloupe? Regardez, bah c'est beau, hein, ah. Non, on n'est pas au niveau encore. Le Sambodrome, 100 000 personnes. Les gens sont assis, ils payent, ils voient des trucs. Le Sambodrome, c'est quoi en fait? Brésil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. D'accord. Alors, je dis pas qu'il faut faire de la rue Faibo à un Sambodrome, mais pourquoi pas? Ou la place de la Victoire. Tout le monde passe là et on paye.
Et il y a un service, t'as à boire, t'as à manger, et puis tu prends des photos, des selfies, enfin, un produit. On n'a pas de produit à vendre. D'accord. Donc du coup, beaucoup de choses sont à faire ici dans ce pays Guadeloupe. Tout est à faire. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous suivent. Ah, ça c'est clair, on dit qu'il n'y a pas de terrain en Guadeloupe. Non. Ah oui. Ça se raréfie, les terrains aussi, effectivement. Mais non, c'est des bêtises. Ah ouais? Oui. J'ai pas de problème pour trouver un terrain pour construire. Jamais. Tu vas au D'accord. centre-ville, tu vas n'importe où. Donc quelqu'un qui nous entend actuellement, là, il souhaite avoir un projet immobilier par rapport à un terrain, tu peux lui trouver un terrain. Les gens racontent des choses, je sais pas pourquoi, le terrain se raréfie. Ah bon? Tous les centres-villes sont vides. Tous les centres-villes sont des maisons qui sont abandonnées. Ouais, mais en même temps, ici, les gens, ils croient que leur terrain vaut des millions. Donc du coup, le prix, je sais par exemple, je parlais avec quelqu'un, c'est une collègue, je pense à quelqu'un qui voulait acheter, en fait, construire une maison, mais le prix du terrain dépasse déjà le prix de la maison. Donc t'imagines qu'après, qu'est-ce qu'il te reste pour construire la maison? Non, c'est pas vrai. Mais non. Je suis sur le terrain, je fais des expertises immobilières de valeur vénale, je vois le prix des terrains, je vois le prix des maisons. Non, on est même redescendu un petit peu. On était monté haut avec le Covid parce que y a un certain nombre de gens de l'Hexagone qui venaient, donc le truc est hop, et puis ça s'est un peu tassé. Bien sûr qu'il y a une espèce de génocide par substitution. C'est-à-dire que nous, on s'en va en France, et puis il y a des Français qui viennent ici. Pourquoi pas, après tout, chacun son schéma de vie. Mais il y a des choses à faire en Guadeloupe, il y a des terrains qu'on peut investir. Va à Anse-Bertrand. Il n'y a pas de terrain à Anse-Bertrand? Ouais, il y a beaucoup de terrains agricoles quand même à Anse-Bertrand. Il y a des terrains constructibles. Par contre, il n'y a pas de route pour y aller. Le jour où on mettra une route qui fera Gosier-Anse-Bertrand, les terrains d'Anse-Bertrand vaudront plus cher qu'à Pointe-à-Pitre. Mais quoique. Parce que tu as vu la vue, on voit la mer, on est bien, on est tranquille, il n'y a personne pour t'embêter. Quoique maintenant, même en Guadeloupe, beaucoup de terrains ont pris beaucoup de valeur. Même en Anse-Bertrand, Petit-Canel, avant ça pouvait se vendre peut-être à 40 000 euros, maintenant ça a pris 20 000 euros de plus. Hein. Le terrain représente entre 5 à 10% de la valeur de l'opération. Je répète, le terrain représente entre 5 à 10% de l'opération. Donc tu me parles de 90% du reste, ou pas? Quand est-ce que tu vas m'en parler? Tu m'en parles pas. Si le terrain monte de 10%, qu'est-ce que c'est pas ça qui va péter mon budget. C'est pas le terrain qui va exploser. On n'est pas à Paris ici où le terrain représente 30%. À Paris, 30% du budget, c'est le terrain. Nous, c'est pas le cas. Oui, tu arrives à faire 200 euros du mètre carré, d'accord. Et ça fait 5%, 10% de mon budget, c'est pas mais ça. 200 euros du mètre carré, tu t'imagines? 200 euros, c'est pas fort. Pour faire ta maison individuelle à convenance, oui, c'est ça. Moi, je te parle pas de ça. Tu me dis qu'il y a encore des terrains pour faire des choses, peut-être des trucs collectifs, des trucs d'ampleur. Oui, il y a encore des choses à faire. D'accord, donc là, on parle vraiment d'investissement locatif, nous sommes d'accord. Locatif, touristique, ou même promotion immobilière. D'accord, ok. Donc pour ceux qui veulent vraiment développer cette activité-là, qui se rapprochent de toi? Absolument. Bon, ok, ben le mot sera passé en tout cas. En tout cas, on pourra développer beaucoup de sujets. Peut-être l'occasion va se représenter afin qu'on puisse développer d'autres sujets. J'ai voulu vraiment parler un peu de l'aspect un peu touristique, immobilier, notamment en Guadeloupe. Et tu as vu que j'avais un avis un peu différent. Du mien, effectivement. Complètement. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est apporter de la contradiction. Voilà. Donc voilà, moi je vois les choses autrement, mais bon, vous aurez l'occasion de connaître un peu mieux ma pensée. Mais aujourd'hui, on a quand même voulu montrer un aspect des choses avec Philippe qui nous a montré et partagé aussi surtout. Et ce que je retiens, c'est vraiment qu'il y a des choses à faire en Guadeloupe, notamment au niveau de l'investissement locatif, notamment pour l'aspect touristique, l'aspect expérience. Il a beaucoup développé sur ce qui se fait ailleurs, notamment dans la Caraïbe. Il a parlé de République dominicaine. Moi, je sais pour le coup, je suis allé à Sainte-Lucie. Je suis allé dans un superbe hôtel 4 étoiles là-bas. Et puis, tu déposais ton verre là. Et puis, franchement, les gens venaient, ils étaient aux petits soins. Et même l'expérience client d'ailleurs. On a fait des choses formidables là-bas. Donc, effectivement, je pense qu'on devrait s'inspirer effectivement fortement de ce qui se fait là-bas. Il y a un hôtel à Sainte-Lucie qui s'appelle Jane Mountain. Il n'y a pas de fenêtre là-bas. Il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Tu peux le visiter. Ouais, le directeur m'a accueilli pour visiter simplement l'hôtel, comme si j'étais résident. Une petite éponge pour me suivre parce que j'avais chaud, le petit jus qui va bien. Il me fait visiter la chambre à $3000 la nuit. Ouais. Donc il me montre tout. T'es sur les toilettes, tu vois la mer. T'imagines? Sur les toilettes, tu vois la mer, le truc. Mais je visite l'hôtel comme si j'étais client. Le gars me dit, aux petits soins, machin, ça va, papa. Une deuxième petite serviette, vous transpirez beaucoup, monsieur. Non, le truc est infernal. Tu vas la creuse, mais je peux visiter une chambre? Le mec va dire, mais ça va pas, non, tu payes ta chambre, mais c'est pas ton problème. Non, on a des conceptions différentes. Là-bas, ils ont besoin du touriste. Oui. Nous, on n'en a pas besoin. C'est ça, c'est culturel aussi. On n'en a pas besoin. Donc, comme on n'en a pas besoin, il est développé comme il est développé. Il est bon comme ça. Et puis voilà. On s'en accommode. On s'en accommode. À Saint-Domingue, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de bouffer, de voir, machin. Donc, ils enclenchent. Nous. Donc, il y a beaucoup d'axes de progrès aussi, je pense, dans l'accueil aussi, hein, tout simplement. Hein.
Donc voilà, c'est aussi pas un cri d'alarme, je dirais, mais vraiment, allez, un petit pic comme ça, et je pense que pour le coup, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, merci Philippe de m'avoir accueilli. Merci Kevin de m'avoir interrogé. Ouais, c'est un plaisir partagé. Et puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres sujets. C'est vrai que je m'étais un peu absenté pendant quelques mois pour certaines raisons. Donc voilà, donc on va rebalancer pour d'autres sujets. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, à s'abonner à cette chaîne. Donc du coup, mets un petit coup de j'aime pour Philippe qui nous a accueillis. Donc voilà, et aussi abonne-toi à cette page. Et on se dit à très vite. Bye bye, merci.